what you want, what you really want, girl. Tell me what you want. I wanna really, really, really wanna see. Ah, if you wanna be my lover, you gotta get with my friend. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy. That's the way it is. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 3e live des années folles, le live de l'influence B2B. Et aujourd'hui, une émission spéciale autour d'un film que vous avez très certainement vu passer sur LinkedIn, le film Un autre monde, qui est sorti le 16 février dernier. Et aujourd'hui, eh bien, on va décrypter cette campagne d'influence. Et pour décrypter cette campagne, j'ai les acteurs de cette campagne, mais un peu des backsides. Aujourd'hui, je vous présente Samuel, notre invité. Bonjour. Bonjour Samuel. Nicolas, qui est à distance. Oui, bonjour tout le monde. Et Julien, qui est présent. Bonjour. Eh bien, je vous laisse vous présenter. Qui veut prendre la parole en premier? Nicolas. Allez-y. Hein. Ouais, je me lance. Ok, parfait. Bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Nicolas Demarthe. Moi, j'ai toujours fait du recrutement. Je suis depuis maintenant, je pense, plus de 10 ans dans le recrutement. J'ai fait de l'accompagnement de carrière dans un premier temps. Et ensuite j'ai switché plutôt vers de la chasse de tête. Donc moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'aller directement chercher des candidats auprès des entreprises. Et puis, de manière un peu plus précise, je travaille entre France et Canada, ce qui fait que je suis à distance aujourd'hui. Je suis de retour au Canada depuis à peu près 1 mois, mais mon rôle principal aujourd'hui, c'est de faire face à la pénurie de main-d'œuvre au Québec en venant chercher justement des Français qui souhaiteraient aller travailler au Canada et tenter l'aventure. Et donc, moi, je m'appelle Samuel. Je suis directeur marketing chez Diafana. Diafana, on est une société de distribution de films. Pour faire simple, la distribution de films, c'est concrètement s'occuper de sortir le film en salle de cinéma avec un métier de programmation, c'est-à-dire appeler les salles de cinéma et leur proposer le film, les conditions commerciales d'exploitation, et un métier de marketing, faire que vous sachiez qu'un film va sortir et vous donner envie de le voir, de manière très schématique. Et bien résumé. Bien résumé. On a une 30aine d'années d'existence et on est spécialisé dans les films d'auteur. On sort les films entre deux, François Ozon, Stéphane Brisé évidemment, Xavier Dolan, pour en citer que quelques-uns récemment. Merci, super. Et Julien, pardon, je commence déjà à confondre les prénoms, ça a mal commencé. On devrait revenir assez vite dessus, mais donc Julien, je suis associé au sein de l'agence des années folles. Vous avez déjà vu plusieurs, je vais dire tutos, pas du tout, plusieurs lives qui présentent l'agence, qui est une agence de communication d'influence, et c'est la raison notamment du live que nous allons présenter aujourd'hui. Eh bien, merci. Alors, durant ce live, on va commencer une première question dans les commentaires. Petite question. Tu ne te présentes pas, toi? Non, moi. Non, voilà. Non, mais ok. Clifford, donc le cofondateur de l'agence. Tout le monde me connaît, donc je n'ai pas besoin de ça. Donc oui, donc Clifford, le cofondateur de l'agence des années folles, donc la première agence d'influence B2B, avec notamment des leaders d'opinion sur LinkedIn. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question, parce qu'on va parler cinéma. Quel est le dernier film que vous avez vu là récemment? Dans les commentaires, allez-y. Est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué cette année? Cette année, plein. Mais pour répondre à la question, le dernier film que j'ai vu, c'était hier, c'était facile, je suis allé voir Elvis. Ah oui. J'hésitais, ouais, c'est bien. Franchement, c'est bien. Ouais. 2h30, c'est peut-être. T'aimes pas les films longs? C'est hyper bien fait. C'est hyper bien fait. Non, je vous le conseille. Ok, dans les commentaires, n'hésitez pas. Julien, c'est quoi ton dernier film, toi, qui t'a marqué, ou le dernier film que t'as vu? Le dernier film pas forcément au cinéma, peut-être, alors, une dernière sortie cinéma. Ah si, mais c'était plus un téléfilm, c'était sur France 2, Les Reines, j'allais dire du shopping. De la télé-réalité. Nous sommes des reines. Non, mais c'est un truc super en plus. Là, là dit comme ça donne pas du tout envie. Mais nous sommes des reines, ou des reines, j'ai honte, chic reines. Non, ça parlera à personne. Non, c'est sur la prostitution des mineurs. Ah, bah c'est clairement ça. Oui, on va un truc un peu Elvis, sympa, un peu des mineurs. Non, il est super ce film, franchement. Nicolas, fais-nous rêver un peu là, parce que. Ouais, je pense que le dernier au cinéma, c'est Batman. Et alors? Bon, très déçu. Très déçu, très long. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Coup de cœur, en tout cas le dernier, je pourrais pas te le dire maintenant comme ça d'un coup, mais ouais, Batman le dernier en tout cas, au cinéma. Ok, eh bien aujourd'hui on va parler d'un autre monde. Et toi, t'as pas répondu? Moi j'ai honte du dernier film que j'ai été voir ce week-end pour faire la sieste, pour être honnête. Ah oui. Tu sais, en plus, oui, ouais. J'étais très fatigué avec mon frère, on faisait un long week-end sur Paris et. Tu justifies pas déjà. Si, je commence à me justifier. Non. En gros, j'avais besoin de faire une bonne sieste. Du coup, je suis allé voir Jurassic Park et j'ai dormi bien 1h20.
bien, bonne sieste. Sur 1h30. Il est hyper long. Non, il est long en plus, il est long. Non, j'ai regardé les 10 premières minutes quand même, et puis après, une petite sieste, voilà. Donc rien de très passionnant ce week-end, honnêtement, en termes de cinéma. Donc n'hésitez pas à nous consulter pour des Donc, bons n'hésitez pas à conseils. ne pas aller de voir films, parce qu'on Jurassic Park. maîtrise Je vachement. suis totalement transparent. Je trouve que le film est mauvais. Donc aujourd'hui, on va parler donc du film Un autre monde avec des personnes, des acteurs, du coup, comme je vous le disais, des coulisses de cette campagne d'influence. Aussi, durant ce live, on va avoir des petites questions surprise. Mais avant tout, on va vous diffuser une petite vidéo d'une 40aine de secondes retraçant quelques images de cette campagne d'influence et qu'on va évoquer juste après. Rémi, t'es bon? Let's go. Non, de vérité. Gros coup de cœur. Très émouvant. Très belle leçon de vie. Je trouvais ça poignant et réaliste. C'est l'histoire de Philippe Lemel, qui est un cadre d'entreprise et qui va peu à peu voir toutes les certitudes de sa vie professionnelle et personnelle s'écrouler. À qui on fait du mal pour se faire du bien? À qui on fait du bien en se faisant du mal? Voilà, c'est tout ça qu'il y a dans le film. Alors, rapide extrait du coup de quelques images du film. Et Samuel, peut-être que tu es le meilleur justement à cette table pour parler du film et la synopsis du film. Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que le film Un autre monde et puis comment on en est arrivé là à nous contacter et contacter l'agence? Bien sûr. Donc, Un autre monde, c'est un film de Stéphane Brisé. Stéphane Brisé, c'est un réalisateur qui est connu notamment pour un film qui s'appelle La Loi du marché, qui était sorti en 2015 avec Vincent Lindon, pour lequel Vincent avait eu le prix d'interprétation à Cannes. Ce film est d'une certaine façon le dernier volet d'une trilogie qui n'a pas été conçue comme une trilogie, mais voilà, autour de l'univers du monde du travail. Donc, il y a eu Un autre monde en 2015, il y avait eu En guerre en 2018, et donc Un autre monde en 2022. C'est l'histoire de Philippe Lemel, un cadre chef d'une filiale française d'une structure américaine, à qui le film commence. On lui demande un nouveau plan de restructuration de son entreprise, qui fait suite à un certain nombre de plans de restructuration qui ont déjà eu lieu par le passé. Et il est plein de bonne volonté, il a envie de bien faire son travail, mais là, il sait que ça va pas passer. Et il sait pas par quel bout le prendre. Et en parallèle de ça, sa femme, qui est jouée par Sandrine Kiberlin, demande le divorce en lui disant que voilà, ça fait des années qu'il a la pression au travail, qu'il ramène ça chez lui et que les conditions de vie à l'intérieur du foyer conjugal deviennent difficiles. Voilà. Et le film est vraiment autour du parcours de ce personnage qui est interprété par Philippe Lemel et des réflexions qu'il peut avoir de comment il va gérer cette situation de crise. Ah bien, super. Mais moi, je trouve que c'est une bonne synopsis et je veux juste envoyer le générique de la genèse, comme ça on va parler de comment on est arrivé là, justement, à arriver de ce film magnifique, mais Un autre monde, à LinkedIn. C'est parti, jingle. Eh bien, l'idée, c'est durant ce live, de faire le avant, pendant et après. Donc, on a expliqué un petit peu, on vous a montré les images du film. D'ailleurs, on vous recommande d'aller le voir, parce que je crois qu'il va sortir, ou il est sorti juste en film. Oui, c'est ça, il sort en VOD, là. Voilà. Donc, si vous l'avez pas encore vu, allez-y. Et donc, est-ce que tu peux nous donner un peu les backside de comment on en est arrivé là, comment tu as eu, avec les équipes, l'idée de se dire, OK, on va contacter une agence d'influence et communiquer sur LinkedIn. Tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Donc, comme vous l'avez compris, le sujet était vraiment le milieu de l'entreprise et qui est très classique dans le cinéma, qu'on voit souvent, c'est, à travers les films sociaux, c'est de parler plutôt de la classe ouvrière, en fait. Mais rares sont les films qui abordent la problématique des cadres en entreprise. Donc, il y avait ce sujet-là qui nous paraissait être un sujet hyper intéressant et pas si souvent traité au cinéma. Et en parallèle de ça, je pense qu'un certain nombre d'entre vous le savez, depuis le Covid, c'est vrai qu'il y a, on va dire pas un effondrement, mais en tout cas une baisse de la fréquentation des salles de cinéma. Donc ça a toujours été le cas, mais encore plus aujourd'hui, aller chercher les spectateurs en profondeur, leur expliquer pourquoi le film peut les intéresser, les interpeller et voilà, aller les chercher. Donc nous, on s'est dit évidemment avec un tel sujet, il faut qu'on aille parler à la population des cadres, aussi bien ceux qui ont l'habitude d'aller au cinéma, mais qui risquent d'être au courant de la sortie du film par les médias traditionnels, la présence de Vincent Lindon, Sandrine Kiberlin, Stéphane Brisé en médias, puisqu'on avait des beaux partenaires médias, de France Inter à l'Obs, voilà, donc on avait une super couverture média. Donc les cinéphiles habitués, on pensait que par la couverture média traditionnelle, on arriverait à les toucher, mais on s'est dit qu'il faut aller chercher ce qu'on appelle les occasionnels, c'est ceux qui viennent au cinéma entre 1 à 3 fois par an, qui viennent parce que c'est un film spécifique, voilà. Ça fait partie. T'en fais partie. Très bien. C'est pour ça que j'ai de la main. Souvent, ils viennent voir des gros films. Voilà. Donc, c'est Jurassic Park, c'est des grosses comédies. Voilà. Mais là, on s'est dit, ces spectateurs-là, parce que c'est ce sujet-là, parce que c'est le sujet de l'univers des cadres, parce qu'on parle d'eux, et que c'était vraiment dans la démarche de Stéphane, c'était de parler d'eux avec empathie. Voilà. Le sujet de Stéphane, c'est vraiment de dire, il n'y a pas d'un côté les gentils Mais ouvriers. c'était pas manichéen. Non, voilà. C'était la C'est pas volonté. les gentils ouvriers contre les méchants patrons. Vraiment, l'idée de dire, c'est,
on a tous nos problématiques et le cadre a ses problématiques, tout comme l'ouvrier a ses problématiques. Et ils voulaient vraiment les traiter avec empathie, sympathie et montrer quelles étaient leurs difficultés au quotidien aujourd'hui. Et donc, on s'est dit, il faut aller les chercher sur cette thématique-là et avec d'autres moyens que ce qu'on peut faire habituellement. Et évidemment, là, on a réfléchi, on a travaillé avec une agence qui s'appelle Parenthèse Cinéma, que vous connaissez. On a travaillé notamment avec l'APEC, avec Welcome to the Jungle, avec différents cadres emploi, voilà, différentes associations. Et au fur et à mesure des discussions qu'on a pu avoir avec eux, de manière quasiment systématique, est revenu le mot LinkedIn. On nous a dit, il faut aller sur LinkedIn, ce qui est pas habituellement une plateforme de communication cinéma, parce qu'on est des métiers d'image, et que c'est vrai que nous, notre vecteur premier de communication, c'est la bande-annonce. Donc, ce qu'on utilise principalement, c'est Facebook, Instagram, dans une moindre mesure Twitter, et aujourd'hui TikTok, évidemment. Mais LinkedIn n'est pas du tout une plateforme habituelle de communication, que ce soit chez les Français, mais même chez les Américains. Voilà, donc, c'était pas forcément une évidence pour nous. En même temps, ça paraissait faire sens, mais on n'avait pas les codes de communication sur LinkedIn. Et donc, on a un peu cherché comment on aurait pu communiquer sur LinkedIn. Très vite, le nom de l'agence des années folles est arrivé. Et c'est comme ça que vous avez été approché dans un premier temps par Parenthèse Cinéma, puis par nous. Je rebondis juste sur quand tu dis très souvent LinkedIn est revenu. C'est quoi comme type de réunion, justement, à qui a eu... Quand c'est revenu, c'est les directions marketing, c'est vous, le réalisateur, le producteur. C'est un peu tout. C'est commun. C'est un peu tout. Ouais, c'est un peu commun. C'est-à-dire que c'est Stéphane, pour l'écriture de son scénario, a rencontré beaucoup de gens de la vie active, de différents pôles en termes d'emploi et en termes d'industrie. Il a mené de longs entretiens avec eux pour écrire le scénario, et on a continué à être en contact avec eux pour pas de la promo. Voilà, on leur demandait comment on pouvait les approcher. Voilà, s'ils n'avaient pas travaillé sur le film, comment ils auraient pu être au courant de l'existence de ce film-là. Donc, LinkedIn est revenu, mais voilà, l'APEC nous en a parlé aussi. Voilà, c'est quelque chose qui est revenu de manière souvent en disant, mais c'est ce que je vous avais dit, ce que vous saviez, c'est-à-dire que nous, au tout départ, on s'était dit que LinkedIn, on avait l'impression que c'était un peu, pardon l'expression, mais le Tinder des cadres, c'est-à-dire ça va, une façon de se présenter, juste de mettre un. C'est noble le Tinder maintenant. Mais c'est pas du tout une critique. C'est une base de données de CV pour les recruteurs et pour CV tech amélioré, quoi. Voilà, exactement. Et donc on n'imaginait pas trop comment communiquer sur LinkedIn, et on nous a expliquer vraiment que depuis 2-3 ans, la plateforme était vraiment devenue une plateforme plus de ça existe toujours, mais de discussion sociale aussi, où on pouvait échanger sur des idées, sur des thématiques, on pouvait passer des contenus vidéo. Enfin voilà, que la plateforme avait changé par rapport à un peu l'image d'Épinal qu'on pouvait en avoir. Voilà. Et les délais de promotion aussi qui jouent en général entre le moment où le film est fini, ou la promotion commence et le film sort, c'est quoi en général les délais? Alors, il y avait aussi ça à avoir en tête. Usuellement, entre le clap du premier jour de tournage et le moment où le film sort en salle de cinéma, il y a 1 an. Voilà. Mais il s'est passé quelque chose qui s'appelle le Covid. Ouais. Donc le film a été tourné au printemps 2020. Ouais. Et n'est sorti qu'en février 2022. Donc il y a quasiment eu 2 ans il y a eu 2 ans en fait, entre le moment où le film a été tourné et la sortie. Pourquoi? Parce que déjà les salles ont été fermées pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a eu le premier confinement, mais nous, au moment du deuxième confinement, les salles ont été fermées entre décembre et juin 2021. Donc, il s'est rien passé pendant tout ce temps-là, et tous les films qu'on devait sortir à ce moment-là ont été de facto décalés, d'une part. D'autre part, on voulait ce qu'on appelle un festival de classe A. Donc, il y a 3 gros festivals de cinéma dans le monde. C'est Cannes, Venise, Berlin, qui sont importants pour une exposition médiatique et pour les ventes internationales à l'échelle mondiale, et que le film a été sélectionné au festival de Venise 2021. Donc, il est passé à Venise en septembre 2021. Et donc, voilà, du coup, la bonne date de sortie après nous amener à février 2022. Mais ce qui a été vraiment un mal pour un bien, c'est-à-dire que ça nous a permis de faire ce travail en remédia avec vous en profondeur qu'on n'aurait probablement pas eu le temps et ni les moyens de le faire si on avait sorti le film rapidement après le tournage du film, parce que ça nous a permis de montrer le film très vite. Nous, on a commencé à montrer le film dès le printemps 2021. Donc on a eu 10 mois pour travailler le film, on le montrer aux partenaires, que ce soit les partenaires médias que les partenaires en médias, et de faire évoluer notre réflexion sur le sujet, et voilà, notamment pour en venir au sujet d'aujourd'hui, à faire cette opération sur LinkedIn qu'on n'aurait probablement pas imaginé dès le départ. Peut-être que c'est un mal pour un bien, comme tu dis, peut-être que si ça avait été rapide, ou des délais classiques, peut-être que cette idée de LinkedIn aurait été un peu trop novatrice, prendrait un peu trop de temps, et que du coup ça a permis d'avoir cette réflexion-là en plus. Exactement. Justement, je vais rebondir après avec Nicolas. D'ailleurs, Nicolas qui est au Québec là, donc il s'est levé très tôt. Je tiens à le signaler. Merci encore, Nicolas. Nous, alors quand
Julien, ce serait intéressant que tu expliques un petit peu rapidement comment, et je vais forcément rebondir, mais comment on en est arrivé là, nous, de notre côté, dans la genèse de l'opération, puisqu'en fait, ce qui s'est passé pour introduire, c'est que l'équipe de Samuel et Parenté Cinéma nous ont contactés, et du coup, on a dû réfléchir à une campagne d'influence. Est-ce que tu veux dire quelques mots là-dessus, justement? Oui, bien sûr. Alors, naturellement, le film, il résonnait et la cohérence avec LinkedIn, comme ça vient d'être dit, semblait être une évidence. Et il fallait, en tout cas de notre point de vue, parvenir à sensibiliser les influenceurs ou des créateurs de contenu qui pouvaient être crédibles ou en tout cas dont la communauté pouvait suivre. Et c'est en ce sens que Nicolas, à l'instar d'autres, a été contacté, on a notamment, je sais qu'ils ont échangé avec son agent pour savoir, parce qu'il y a des productions, il y a des séances de visionnage de films plusieurs fois, et c'est vrai que vous avez été hyper souple pour coordonner le tout. Donc il fallait trouver les bons créateurs de contenu capables de pouvoir parler du film sans bien sûr le spoiler, mais en suscitant l'intérêt avec l'émotion, parce que c'était aussi ça qui était intéressant et qui fonctionne sur LinkedIn. Et en parallèle de ça, essayer de créer un événement pour essayer de faire venir des membres de la fonction RH qui pouvaient être aussi des bons relais. Pas que le film s'adresse uniquement aux RH, mais historiquement, LinkedIn est utilisé plus par les RH. Et donc, tactiquement, il semblait plus évident de faire venir des DRH ou des directeurs du recrutement ou des relations sociales qui communiquent au lieu et place de directeurs financiers. Pas qu'ils ne se projetaient pas dans le film parce qu'ils pouvaient complètement s'y projeter, mais ils communiquaient moins, donc ça semblait moins logique. Donc, il a fallu, entre les deux, parvenir à créer un événement avec ces DRH qui ne sont pas toujours évidents à solliciter. Et donc, c'était un peu une organisation. Alors, pour ceux qui me suivent, c'est ma précédente vie qui fait que j'étais directeur de ressources humaines et donc le film résonnait déjà. Et en parallèle, solliciter les créateurs de contenu et aussi voir s'ils se sentaient capables de pouvoir communiquer. Parce que c'était aussi un point. Stéphane Brisé a aussi parfois une connotation, comme tu l'as dit tout à l'heure, et certains vont dire, alors si c'est hyper manichéen, comment veux-tu qu'on sorte de ça, de cette communauté? Ça va être encore les méchants cadres. Bon, franchement, non. Et il fallait au départ dire, je ne sais pas quelle était la perception de Nicolas, il va nous le dire, mais il fallait dire non, ce film, il n'est pas caricatural et c'est parce qu'il n'est pas caricatural qu'il doit être vu. Donc, c'est là-dessus qu'il a fallu travailler en amont de la projection, organiser cet événement et solliciter les bons créateurs, dont fait partie Nicolas. Donc, je lui renvoie comme ça la balle au bon pour savoir comment. Je crois que c'est Stéphanie avec qui tu as échangé pour ça. Ouais, effectivement. Est-ce que vous avez une question en particulier ou... Ouais, mais oui, justement, l'idée, c'est de voir un petit peu les coulisses. Comment, par exemple, tu pourrais nous expliquer comment tu as été contacté? On va après expliquer, bien évidemment, la campagne. Mais comment toi, tu as été contacté et quel a été ton ressenti quand on t'a contacté pour te dire on veut parler d'un film et est-ce que ce film-là, en l'occurrence, où tu connaissais Stéphane Brisé ou pas du tout, peut-être que tu avais vu La Loi du Marché, par exemple, ou d'autres films ou pas. Voilà, quelle interprétation tu as eue, toi, en coulisses, quand on t'a contacté pour communiquer sur ce film ou faire cette campagne d'influence? Oui, mais moi j'avais vu La Loi du Marché qui m'avait déjà beaucoup parlé à l'époque parce que c'est des sujets qui sont très peu abordés, qui sont difficiles à aborder et moi je suis 100% sur ce type justement de contenu, en tout cas de films et d'histoire, donc ça m'a beaucoup touché. Comme je disais, j'ai fait de l'accompagnement de carrière en tout début de carrière, donc j'étais à l'APEC justement, tu en as parlé Samuel, où je faisais de l'accompagnement de cadre pour beaucoup qui ont été licenciés puis qui ont perdu leur job et qui justement sont soit en réorientation complète ou que j'accompagnais puis que je formais à retrouver du travail parce que c'est des gens qui pendant 20 ans ont pas cherché de travail, donc on partait de zéro. Et c'est des gens qui étaient pour beaucoup, le mot est peut-être un peu fort, mais quand même détruits professionnellement, donc c'était pas simple. Donc moi, quand on m'a approché pour me dire, on a un film qui n'est pas La Loi du Marché, mais en tout cas qui ressemble, qui traite des mêmes sujets, avec une autre vision, moi, ça m'a tout de suite intéressé, puis c'est quelque chose auquel je voulais participer de toute façon. Donc j'ai été très emballé, entre guillemets, tout de suite, avant même de voir le film, et encore plus une fois que je l'avais vu finalement. Et on va en parler justement après de quand tu l'as vu, quand tu as communiqué. Et petit rappel, c'est vrai que je sais pas si tu l'as dit au démarrage, mais tu as quand même une grosse communauté sur LinkedIn à ce sujet-là. Enfin, Ouais. si tu peux en dire quelques mots, tu as quand même des dizaines de milliers de personnes qui te suivent. C'est sur ces sujets. Oui, mais moi j'ai commencé à communiquer très vite sur le recrutement, puis c'est ça que j'ai trouvé super intéressant, puis le lien entre le film et moi, c'est que je partage beaucoup l'envers du décor des recruteurs. On a un petit peu la mauvaise image dans le monde du travail finalement, hein, et moi mon rôle, dans un premier temps, ce que je voulais, c'était partager la réalité d'un recruteur, ce à quoi on doit faire face, les obligations aussi qu'on a, puis un peu les difficultés qu'on rencontre. Donc je suis suivi autant par des recruteurs que par des candidats.
que par beaucoup de personnes, des DRH ou des responsables RH, parce que je partage beaucoup aussi sur qu'est-ce qui fait un bon recrutement, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour bien recruter, quelles sont comment dire, les nouvelles notions, ou en tout cas les nouvelles tendances du recrutement, puis comment attirer les candidats. Donc, je suis suivi un peu par toutes les personnes qui pourraient à un moment donné être touchées par le film, notamment par des personnes des ressources humaines. Super. Et je rajouterais, moi, par rapport à ce qu'a dit Julien quand on a été contacté dans les coulisses, c'est vrai qu'au démarrage, quand toi, tu as été le premier, Julien, à voir le film dans l'équipe, et quand on est ressorti, je me rappelle, effectivement, tu m'as contacté et tu m'as dit, ouais, c'est un film, ça va pas être facile de communiquer sur ce film-là au démarrage, parce que effectivement, on en sort de cette salle, pour certains en tout cas, bouleversés. Et donc, on n'en sort pas youpi tralala, c'est un peu l'expression que tu m'as dit. Je veux dire, on n'en sort pas youpi tralala, ça va être sport. Et donc, du coup, il fallait trouver, c'est un peu je tease un peu la suite, mais il fallait trouver un angle et un axe de communication qui soit aligné par rapport à ce que tu viens de dire, Nicolas, et ce qu'on vient de dire juste avant. C'est réussir à parler de ces sujets-là, mais en faisant parler sans être trop clivant pour certaines personnes aussi, parce qu'elles sont en poste, donc c'est pas évident. D'autres personnes aussi qui, sans avoir un contenu trop lisse, parce qu'en termes de reach, l'objectif, c'est quand même de rendre visible le film. Et donc, je vais enchaîner avec qu'est-ce qu'on a fait finalement pour rendre sexy. Il est fort, un peu. Non, mais c'est incroyable. Rendre sexy, campagne Tout de est communication préparé. sur LinkedIn. Pas du tout. C'est parti, jingle, Rémi. Alors, deuxième partie, on va parler du coup du concret. Il y a des commentaires que genre j'ai pas une très très bonne vue, mais il y a des personnes qui ont dit d'ailleurs que c'était très sympa au passage, Julien. Tu je vois le dis. Alors je t'avance, j'ai un code promo. Non, pas du tout. Et on n'a rien dit sur nous, hein, mais sur Julien, oui. Et on a des personnes, je crois que j'ai vu une personne qui était aussi au Canada qui s'est levée très tôt. Et il y a aussi, je vois, une ex DRH justement qui a communiqué très certainement. Sur le film, on voit pas très bien si Rémi, durant le live, tu peux mettre quelques épinglés de temps en temps pour qu'on puisse répondre à vos commentaires. On voit pas beaucoup mieux là. Ouais, en fait, non, on voit pas beaucoup mieux. Vas-y, on peut lire. C'est du direct. Hein. C'est drôle, ex-DRH, j'ai justement communiqué au sujet de ce film à notre nom sur LinkedIn, sans connaître cette campagne de communication audacieuse. Ok, mais j'espère, je sais pas si on vous a tous entendu, mais c'est effectivement une personne, Magali, il me semble, qui a communiqué autour du film et qui est présente aujourd'hui. Donc, ça va te parler puisque justement, on parle aujourd'hui des communications qui ont pu avoir lieu sur LinkedIn. Alors, quels ont été, Nicolas en parlait, mais quels ont été les critères de sélection? Est-ce que tu peux en dire un peu plus, Julien, sur les critères de sélection? Parce que tout à l'heure, tu as parlé justement du monde du RH. Oui. Comment on a sélectionné finalement les leaders d'opinion qui allaient communiquer? Et puis, moi, je rebondirai sur ce qu'on a fait finalement avec ces leaders d'opinion. Alors, on est parti du principe que il fallait se positionner sur l'objectif et la cible qui était visée. Alors, c'est pas pour autant que c'était que les cadres, mais majoritairement, ça parlait aux cadres et il fallait que l'audience des personnes suivies touche les cadres. Donc ça a déjà permis d'éluder une partie des créateurs de contenu. Alors, je sais qu'ils vont me taper s'ils m'écoutent, mais un peu plus jeunes. Et j'avais considéré que à 21, 22, 23 ans, pour certains qui sortent des études ou qui sont tout de suite indépendants, il est moins probable qu'ils soient suivis par une communauté de cadres. Et ce film-là parle davantage si on a eu un père, une mère ou soi-même cadre. Sinon, on est un peu loin finalement de la pression d'une cadre de direction, d'une séparation de filiales. On se dit c'est un film qui touche, mais on ne le vit pas de manière incarnée. Donc, ça a été un premier choix, c'était de se dire il faut que quelqu'un soit passé par un poste d'encadrement avec des responsabilités pour que ça lui parle, ou un chef d'entreprise, que ça peut parler aussi de se séparer d'un salarié. Donc ça a quand même été un vrai choix premier. Deuxième point aussi, en termes d'arbitrage, ou en tout cas qu'à jouer, on a privilégié, ça ne veut pas dire qu'on a exclu, on a privilégié des créateurs qui communiquaient sur la fonction RH, soit effectivement sur de l'entretien, du recrutement, soit parce que même ayant été DRH, ils avaient l'occasion d'avoir des points un peu techniques et un peu juridiques, et on a priorisé leur venue. Et le troisième point, c'était que il fallait effectivement des personnes qui ont quand même une communauté suffisamment engagée et qui sont en capacité de pouvoir communiquer. Parce que l'une des difficultés, ça a été dit, de ces publications, c'était que les gens pouvaient se sentir touchés. D'ailleurs, on pourra reparler sur ce qu'on a été plusieurs à communiquer. Les messages privés qu'on a reçus les uns les autres n'ont pas du tout été de la même teneur. Et donc, il fallait que les personnes puissent se sentir autorisées, parce que la particularité de LinkedIn, c'est que vous avez un nom, un prénom, vous savez où vous travaillez. Et ça fait toute la différence par rapport aux autres réseaux sociaux complètement anonymes. Si vous commencez à dire, bah oui, c'est ce que je vis actuellement, sur TikTok, c'est pas bien grave, parce que c'est noyé sur la masse.
Si on voit le nom de votre entreprise, la symbolique est pas du tout la même. On le tag en plus. Et on le tag. Et c'est vrai que dans le plan de communication, ça joue aussi beaucoup parce qu'on s'est dit, est-ce que les cadres vont jouer le jeu? Et il fallait que les leaders d'opinion soient suffisamment engagés dans leur communication pour susciter envie aux gens de parler. Et donc, c'est comme ça qu'on a opéré les premiers arbitrages sur les créateurs d'opinion qu'on a aussi beaucoup intégré avec les RH dans les projections. On a essayé aussi beaucoup mêler les deux pour que les deux puissent s'échanger au maximum et puissent avoir des retours et éventuellement des éléments de langage, comme ça a pu être montré au démarrage. Eh bien, pour poursuivre justement sur ce que tu dis, donc il y a eu l'amont de la sélection des influenceurs. Puis après, il y a eu qu'est-ce qu'on va faire avec les leaders d'opinion. Et c'est là où on a été en collaboration longtemps sur ces projections privées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans le monde du cinéma? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire en projection privée? Et après, moi, je rebondirai justement sur la projection privée un peu spéciale qu'on a faite avec les influenceurs. Mais comment ça se passe dans le cinéma? Vous faites systématiquement des projections privées? Oui. En amont? Ouais. Systématiquement avec la presse, il y a deux types de projections privées. Il y a ce qu'on appelle les projections presse. Okay. Voilà, c'est montrer le film aux journalistes pour qu'eux-mêmes puissent parler du film dans les différentes émissions chroniques qui tiennent. Voilà, ça c'est usuel. Okay. Et après, on montre le film en projection privée à des partenaires quand on cherche à toucher une cible en particulier. Donc, que ce soit des enseignants quand on veut toucher une cible scolaire, par exemple, le milieu associatif, ce qu'on a fait là aussi, sur les différents sujets qu'on peut avoir autour du film. Donc, oui, on fait très souvent des projections privées. Là, ce qui a été très particulier, du coup, je rentre dans le vif du sujet, et qu'on fait pas si habituellement que ça, c'est que, on l'a fait très en amont, ensemble. C'est-à-dire qu'en général, on le fait proche sortie. Là, c'était plus de 2 mois avant la sortie du film. Décembre, février. Exactement. Donc, ça permettait de le faire en amont. Et surtout, on a organisé cette projection privée en avant-première en présence de Stéphane Brisé et Vincent Lindon. C'est-à-dire que c'était pas uniquement une projection de sensibilisation au film, c'était aussi une rencontre avec un metteur en scène, avec un acteur, pour parler du film, pour parler de sa thématique et échanger à ce sujet. Puisque donc il y a eu 1 heure de rencontre après la projection, ce qui est un vrai temps d'échange. Et que l'idée c'était vraiment que chacun puisse donner son ressenti et débattre des différents sujets avec Stéphane Brisé, avec Vincent Lindon. Donc ça je sais que moi je me rappelle très bien comment ça s'est passé en amont pour cette projection privée où nous on a été insistant aussi des fois pour avoir Vincent Lindon. Stéphane Brisé allait forcément venir et Vincent Lindon on voulait absolument le voir parce qu'on savait que forcément en invitant les leaders d'opinion, une personnalité comme Vincent Lindon, si on n'avait pas encore vu le film, mais je l'avais vu, il me dit qu'il était très bon, donc il y avait peu de risques. Mais on savait que forcément, ça allait susciter beaucoup d'interrogations. Il incarne les rôles, donc ces personnes du monde du travail, ces vrais acteurs du monde du travail, un acteur qui joue des fois des scènes qu'ils auraient pu vivre, on savait que ça allait avoir un réel impact en termes de communication pour l'après. Parce que comme tu l'as dit, on a beaucoup communiqué, enfin nous, on a travaillé bien en amont. Et il fallait rester sur cette communication à la rentrée et les gens oublient très vite. Généralement, on passe tous à autre chose, à autre chose très rapidement aujourd'hui. On a plein d'événements et là, c'était un vrai défi de pouvoir maintenir ces gens-là. Et donc, c'est effectivement quand le réalisateur et l'acteur principal ont joué le jeu en amont pour la communication. Et nous, après, effectivement, on est venu avec, vous avez vu en introduction, avec les caméras pour immortaliser, en faire un teasing sur LinkedIn. Et ça, c'était le fait de venir avec des leaders d'opinion et l'acteur, c'est des choses que vous faites souvent pour communiquer après sur les réseaux sociaux? On peut le faire, mais en fait plus habituellement avec des blogueurs, des influenceurs cinéma. Okay, voilà, on fait très souvent des projections influenceurs avec des gens spécialisés dans la critique de films et qui viennent échanger, mais plus sur la mise en scène, la réalisation, voilà. Mais sur le fond du sujet, pas tant que ça. Mais c'est vrai que ce film-là s'y prêtait, aussi bien de par la carrière de Stéphane que de Vincent Lindon. Voilà, ils sont tous les deux des cinéastes et acteurs engagés de La loi du marché en guerre et Un autre monde pour parler de leur collaboration. Mais Vincent avait fait aussi avant Welcome, par exemple. Enfin voilà, il n'avait pas hésité à prendre la parole, notamment pendant le confinement aussi, sur les réseaux sociaux. Donc c'est un acteur qui est engagé, qui est aimé des Français énormément pour ça, et qui a une parole qui porte, qui est hyper authentique, qui a des vraies convictions, et à la fois politique et personnel, et dans ses choix de films. Donc c'était aussi une évidence pour eux. Ça n'a pas du tout été compliqué à mettre en place, même si c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait auparavant. C'était, et pour Stéphane Brisé, pour Vincent Lindon, une évidence qu'il fallait faire cette opération à la rencontre des influenceurs et échanger avec eux autour du film, de ces thématiques. Voilà. Ok.
Alors justement pour vous donner, non mais très bien. Et moi je vais vous donner un peu des petites, un peu de croustillant sur comment ça s'est passé. Alors finalement on a préparé un kit média et j'en parlerai justement avec Nicolas qui a reçu ce kit média en amont. Donc c'était une vraie réflexion de venir, de vivre ce moment et d'avoir des questions, des leaders d'opinion qui puissent en communiquer librement après et avoir l'ensemble des éléments pour une meilleure communication. Et nous en complément on a préparé un kit média et on a créé une communauté entre les leaders d'opinion qui se connaissaient pas forcément tous, où on a fait vivre en fait l'après pour justement la communication qui a débuté en janvier. Et Nicolas, ma question c'est comment toi tu as reçu ce kit média là, tu as commencé à réfléchir, comment tu as. Alors toi c'est un peu particulier, en plus tu es venu sur une deuxième séance qu'on avait organisée pour voir le film absolument, ce que tu veux absolument communiquer dessus, c'est ça? Ouais, effectivement. J'ai une question d'abord, désolé, je vais couper, mais moi, en termes de timing, ce sera plus pour Julien et toi finalement, Clifford. En termes de timing, comment vous avez fait pour savoir quand est-ce qu'on allait commencer à partager des publications? Tu sais, le but, c'est de partager, de communiquer sur le film. Il va sortir à un moment donné, faut pas tu sais, commencer à partager ou à en parler un petit peu trop tôt, finalement. Donc, comment vous avez dealé avec ce timing finalement? Alors, le planning, j'ai un mot, évidemment, j'ai une pensée pour Stéphanie, je pense, hein, qui nous écoute et qui est un peu la papesse du planning dans l'agence. Heureusement, on a une date. Alors, en fait, il y avait deux paramètres à prendre en considération. C'était la date de projection qui a évolué et qui est quand même un point d'interrogation pour nous parce qu'elle avait été décalée une fois, deux fois. Donc, on ne pouvait pas communiquer trop tôt, en même temps trop tard. Et en fait, la date, au bout d'un moment, je crois que c'était en mois de décembre, elle avait été confirmée, d'une part, et le Covid. Et il y avait un point qui était pratico-pratique le jour même, mais il y avait, alors je pense que ça a parlé à ceux qui organisent des échanges, mais il y a souvent en fin d'année, en début d'année, les fameuses galettes, les choses comme ça. Et c'est vrai qu'on s'était dit, il faut quand même faire le maximum, en tout cas au mois de décembre, et pas attendre trop la rentrée, de peur que sinon ça soit phagocyté. Organiser un événement avec 70 personnes, on a un nombre de no-shows du fait de ces deux paramètres-là catastrophiques. Et donc le rétro-planning, en fait, on l'a fait avec la date finale de projection. On s'est dit qu'une semaine avant, tout devait être bouclé et qu'on devait juste être dans les commentaires. Et en fait, on a fait on s'était dit, trois grands moments et donc à peu près 15 jours chacun, ce qui fait que ça démarrait de mémoire tout début janvier. Et il fallait communiquer sur le content sur le mois de décembre à l'agence et commencer à envoyer ce qu'on avait réalisé en termes de production, de montage avec des allers-retours parce qu'il fallait quand même vous mettre d'accord. C'est pas moi qui fais la production, donc je vais pas révéler des secrets de Polichinelle, mais sur le contenu, sur bien sûr les mots employés, il faut des contenus qui soient incarnés sur LinkedIn, qui soient longs mais pas trop longs. Enfin, toute cette partie-là a été faite au mois de décembre. Et dans la partie écrite et la partie contenu, c'était plus effectivement chez nous, parce que encore une fois, c'était pas très compliqué dans la mesure où c'est une thématique qui me parlait. Donc beaucoup de mots qui ont été employés, je veux dire, c'est un peu ma calligraphie. J'aurais dû prendre des droits d'auteur, mais qui permettait ensuite d'être envoyé à l'ensemble et d'être partagé auprès des influenceurs et des RH. Donc, c'est vraiment la date de lancement officiel du film qui a permis de faire ce rétroplanning. Je vais rebondir. C'est une excellente question, Nicolas, parce qu'on a beaucoup débattu de ce timing-là. C'est vrai que, en plus, pour nous, c'était important d'avoir un timing adéquat. C'est-à-dire que la communication d'un film, elle est très concentrée et tout se joue sur ce timing de communication, en fait. Puisque chaque semaine, il y a plus de 10 films qui sortent. Donc, les spectateurs sont abreuvés d'informations. Donc, démarrer trop tôt, c'est pas bon parce que l'information est diluée et oubliée. Démarrer trop tard, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc, il y avait vraiment cette problématique-là. Et effectivement, il y a la problématique du Covid. Donc, à quel moment le faire par rapport à la problématique de no-show et d'épidémie qui repartait. Mais il y avait aussi, nous, une problématique de communication de film. C'est-à-dire que nous, si on avait commencé à communiquer en décembre, le film, on ne l'avait pas officiellement lancé parce qu'il y a au milieu de ça, il y avait les vacances de Noël avec beaucoup de blockbusters, notamment américains, qui sortaient et donc la communication cinéma était phagocytée par ces films-là et on aurait été noyé dans la masse. Donc on avait décidé de ne lancer et l'affiche et la bande-annonce que début janvier, après les vacances de Noël. Donc si on avait commencé à communiquer sur LinkedIn et sur cette opération dès décembre, alors que vous ne trouviez pas sur Internet ni en salle, ni aucune affiche, ni aucune bande-annonce, on aurait vu des gens parler d'un film sur lequel on n'avait pas d'informations. Donc ça n'avait pas de sens. Donc effectivement, on s'est mis d'accord sur une opération qui avait concrètement lieu début décembre, ce qui nous laissait le temps de créer tous les outils de communication, mais pour un lancement vraiment du film et de notre opération commune à partir du début janvier. Et on avait, pour rebondir, Nicolas, on avait beaucoup insisté sur le fait que les leaders d'opinion aient une forme d'exclusivité, une forme de première en fait coup de communication, puisque comme tu disais, c'est
les cinéphiles occasionnels qui sont concernés du coup par ce lancement. Et donc, ça nous tenait à cœur que les leaders d'opinion puissent communiquer en amont et avoir aussi des contenus exclusifs que vous avez aussi réalisés avec Stéphane Brisset et Vincent Lindon pour LinkedIn. Et après, nous, tout notre rôle finalement, c'est d'orchestrer la communication avec les leaders d'opinion, effectivement, autant sur le fond que sur la forme, la temporalité, et puis faire vivre le contenu. Et comment ça s'est passé concrètement, Nicolas? Et ça répondra sans doute à des questions dans les commentaires. C'est en amont, on fait un teasing. Il s'est passé quelque chose en début janvier, il s'est passé quelque chose en décembre avec Vincent Lindon et Stéphane Brisé dans une salle de cinéma avec des leaders d'opinion. Deux, communication de l'acteur et du réalisateur principal, de l'acteur principal et du réalisateur sur LinkedIn avec un format spécial LinkedIn. 3, réactions à chaud et commentaires des personnes qui ont pu voir le film en avant-première et qui sont concernées par le sujet. Et nous, derrière, on avait aussi une capsule avec des réactions à chaud de leaders d'opinion qui ont pu voir parce qu'effectivement, on a fait ça le comble tout de même. Et c'était une période, je me rappelle, très compliquée parce que 2 jours avant, il y avait des restrictions qui étaient revenues. Le Covid était à fond à ce moment-là et on a dû faire du surbooking même pour être au complet et ça a fonctionné. Et après, on va parler de tout l'après, effectivement, et tous les relais qu'il y a pu avoir lors des communications. Après. Et donc, ce que tu as dit qu'on n'a pas dit encore jusqu'à présent et qui était hyper important dans notre communication, à la pierre angulaire de notre communication, c'est qu'en fait, la communication s'articulait essentiellement sur 2 axes, cette projection privée et effectivement un module qu'on a créé spécifiquement. Et ça, pareil, on ne l'avait jamais fait pour LinkedIn. C'est-à-dire que faire des modules de présentation un peu génériques, on présente le film, la mise en scène, etc. C'est quelque chose d'assez classique dans le cinéma qu'on utilise, qu'on donne aussi bien aux médias qu'on utilise sur nos réseaux sociaux. Mais là, dès le départ, à partir du moment où on s'est dit, OK, on y va sur LinkedIn, on s'est dit, il faut avoir une communication qui soit spécifique à cette plateforme, qui soit adaptée à cette plateforme et qui soit adaptée à la cible qu'on cherche. Et c'est vrai que ça, on a pris le temps vraiment de le faire. C'était concrètement une journée de tournage. On a loué un studio. On a fait des longues interviews de Stéphane Brisé, de Vincent Lindon, de Sandrine Kiberlin, autour des thématiques soulevées par le film, pour construire ces modules et les questions qu'on a posées aux acteurs et à Stéphane. Voilà, on s'est beaucoup aidé de tous les entretiens qu'on avait menés au préalable, toutes les projections qu'on avait fait sur le printemps, sur l'été, auprès des différents organismes donc, qui nous ont parlé du film, qui nous ont alimenté sur le film, en nous donnant chacun leur perception, leur point de vue. Ça nous a permis de comprendre là où le film touchait, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il fallait aussi parler à la fois des problématiques professionnelles, mais aussi des problématiques humaines, parce que le film n'est pas du tout un pensum sur le travail, un truc très théorique où à la fin du film on serait bien ennuyé. Je veux dire, l'aspect il est vraiment c'est un aspect humain quand on suit le personnage de Philippe Lemel, et c'est par ses états d'âme, les difficultés qu'il rencontre dans son couple et dans sa vie professionnelle que le film est construit. C'était hyper important parce que c'est quelque chose qui ressortait beaucoup. Donc voilà. Et à partir de toutes ces projections qu'on a fait, on a pu dégager différents thèmes et on a encore une fois passé une journée entière à tourner pour créer un module vraiment spécifique à LinkedIn que on a monté avec votre collaboration. Vous nous avez donné aussi votre ressenti sur son montage, est-ce qu'il répondait au code ou pas de communication de la plateforme et que vous avez eu en exclusivité pour vous et pour vos influenceurs au début janvier. Et c'est marrant parce qu'effectivement, le film a plusieurs interprétations. L'interprétation de Julien, par exemple, par rapport à son expérience, n'est pas forcément la même que moi par rapport à mon expérience professionnelle. Par exemple, moi, je l'ai beaucoup vu dans la quête de sens, mais aussi le pro-perso, qui est en tant que chef d'entreprise, on sacrifie. Il y a un enfant, il y a une femme, il y a un divorce, et il y a le monde du travail et aussi l'en dehors. L'après-travail. Et donc, du coup, on peut avoir plusieurs formes de communication en fonction des leaders d'opinion qui sont sollicités. Toi, Nicolas, tu avais décidé tu peux rappeler un peu aux personnes qui nous regardent le sujet que tu avais souhaité développer à la fin de ce film, quand tu as pu voir le film. Qu'est-ce qui te tenait à cœur justement dans cette communication et qu'est-ce que tu as fait sur LinkedIn? Ouais, complètement. Pour rebondir sur ce que tu disais, moi, le film enfin, c'est là où on est un peu tous touchés à notre manière, c'est que le film, on se reconnaît tous à un moment donné dans ce film-là, que ce soit sur la situation perso, situation pro. C'est des gens aussi à un moment donné qui se font licencier, puis c'est l'histoire d'une entreprise. Donc, on a tous vécu dans le monde professionnel, puis on a tous une réalité professionnelle. Pour ça, je trouve que, comme tu disais, le film va parler à chacun d'entre nous, mais d'une manière différente à chaque fois. Donc, c'est là où je trouvais ça vraiment très, très intéressant. Puis, la manière dont j'ai voulu aborder les choses, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est partager l'envers du décor et expliquer aux gens de aller voir le film. Pas parce que
pour dire les choses, pas forcément parce qu'il est bien, parce qu'il dit la vérité. C'était pas du tout dans ce sens-là. Je donnais pas une vérité générale sur le film. Je disais juste, il va vous montrer l'envers du décor et c'est ça que je trouve intéressant. Puis c'est ça qui, moi, personnellement, m'a énormément parlé. Puis c'est là-dessus que je voulais communiquer. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Je vous fais un peu la pub sur Les Années Folles, mais c'est qu'on m'a dit, va voir le film et parle de ce qui t'a touché dans le film. En gros, t'as carte blanche, mais il faut que tu parles de ce qui t'a touché. Puis c'est ce que j'ai trouvé, moi, c'est ce qui m'a plu, c'est que j'ai partagé vraiment ma vision du film, pourquoi moi, personnellement, il m'a parlé, et puis pourquoi ça peut être intéressant pour les gens d'aller le voir. On m'a pas donné de ligne directive en me disant, il faut que tu abordes ce sujet-là pour que les gens aient envie d'aller voir le film, ou il faut au contraire que tu taxes ta communication dans une direction pour donner envie aux gens d'aller voir le film. C'est qu'est-ce qui t'a touché, parle de ce qui t'a touché, et c'est ça qui va fonctionner finalement. Et donc, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans la campagne qu'on a fait tous ensemble, c'est que tous, en tant qu'influenceurs et en tant que personnes, on a été touchés par le film à un niveau différent. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que ce film va parler à tout le monde. Donc, si toi, il t'a parlé sur un sujet en particulier, dans ta communication et dans ce que tu vas véhiculer, ça va parler aussi à certaines personnes de ta communauté. Puis c'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu as pu, Julien l'évoquait tout à l'heure, mais est-ce que tu as pu communiquer après en one-one avec des gens en particulier suite à ta communication? On est venu te parler ou on t'a posé des questions parce que Julien, ça a été ton cas toi aussi. Donc, je ne sais pas si vous pouvez Ouais. évoquer ça. On m'a pas posé de questions. Pour être très franc, on m'a surtout sollicité sur vraiment qu'est-ce qu'aborde comme sujet le film, pourquoi il m'a autant intéressé finalement. Et puis j'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir après avoir regardé le film en me disant qu'effectivement ils avaient été très touchés parce que partager le film, par la situation de Philippe Lemel justement, et que effectivement ça montrait un petit peu l'autre côté finalement d'être un chef d'entreprise, comme tu le disais Clifford justement. Donc ça a été un retour positif en disant je comprends pourquoi tu as communiqué là-dessus concernant le film, sur le fait qu'il t'ait touché puis qu'il partage une autre image d'un chef d'entreprise. Tu as eu des retours toi justement sur LinkedIn Oui. t'ont marqué Alors, c'était intéressant de voir qu'en fonction des interlocuteurs, les retours n'étaient pas les mêmes. Moi, un certain nombre de mesures prises par ce directeur, j'ai eu l'occasion de les prendre quand moi j'étais en poste. Donc, naturellement, c'était des choses. Donc, j'avais pas mal moi de personnes qui soit étaient des RH et me disaient en off, c'est dur, mais c'est partie de la réalité qui est peu traitée. Il y avait quelques films, notamment je crois Corporate, mais bon, la fin est un peu, qui était un peu particulière, mais il y en a très peu effectivement qui abordent l'univers des cadres. D'autres m'expliquaient la situation dans laquelle ils avaient été du fait d'un licenciement dont on parlait peu, et un cadre, par définition, ça ne se plaint pas. Et sa vie, je trouvais aussi que c'était très bien relayé dans le film, il est seul. Moi, c'était un des premiers trucs que j'avais dit. Il est tout seul, cet homme. Absolument. Moi, je le trouvais tout seul. Et beaucoup de cadres, en fait, vivaient la solitude. Et dans les commentaires que moi, je pouvais avoir, naturellement, il y a la partie influence parce que c'est l'activité. Mais il y a quand même la communauté que moi j'avais historiquement et que j'ai toujours naturellement de DRH qui m'ont expliqué. D'ailleurs, dans la projection, c'était rigolo. Enfin, rigolo. Il y en a deux qui me disent moi c'est définitif, c'est bon, j'arrête ce job. Donc, et qui l'ont arrêté. C'est pas peut-être là qu'ils l'ont effectivement arrêté en disant moi, cette espèce de décalage entre le discours, c'est aussi ça que ça imposait, ce décalage entre le joli discours et ce qu'on nous demande de faire, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il pose la question légitime. Qui dit mais pourquoi on fait ce plan de licenciement? Et je crois que parce qu'il y a aussi Marie Drucker qui joue très bien dans ce film et qui dit mais en gros on te demande, enfin c'est lui qui répond en disant mais on te demande pas la question en fait, on te la pose pas, on te demande de le faire. Et c'est vrai qu'il y a aussi ça qui était relayé dans les retours et c'était aussi la limite pour certains de la communication. Nous on a le jour J des DRH quand on les a filmés qui nous ont dit expressément de ne pas diffuser les rushs parce qu'ils étaient dans des grandes boîtes et que oui, le film était très exact, mais qu'ils pourraient pas. Et ça a été au début un peu la crainte de dire j'espère que ça va pas arriver trop de fois et que ils vont quand même avoir une autonomie de langage pour éviter un peu de se prendre les pieds dans le tapis. Donc on avait quand même dans la cible aussi identifié des gens qui avaient une liberté de ton, qui avaient été DRH que je connaissais et qui pouvaient, parce qu'ils avaient arrêté, qui pouvaient se permettre de dire oui. En Codir, voilà ce qui se passe, en Comex, voilà ce qui se passe. Là où d'autres likaient, parce que ça marchait beaucoup par des likes et beaucoup par des repartages, mais pas forcément toujours par des propos. Mais le repartage, il est aussi fort sur la symbolique. C'est-à-dire, voilà. On va en parler juste après. Il y a un beau chiffre en partage. Et justement, je voulais finaliser sur ces propos-là où, durant cette séance, on a pris le parti d'inviter effectivement des DRH ou des RRH ou non DRH et des leaders d'opinion qui peuvent être aussi
anciennement DRH ou RH, ou sur d'autres sujets plus larges, mais qui étaient à des postes de direction, qui ont pu vivre ce genre de moment et qui pouvaient avoir un fort reach aussi et intéresser bien évidemment, parce que comme tu l'as dit Nicolas, on t'a pas obligé à aller voir le film et communiquer dessus, donc était intéressé pour communiquer autour de ce film. Eh bien, on va parler des chiffres, mais juste avant, j'ai oublié un petit point sur les temporalités. Donc, il y a eu ces influenceurs et leaders d'opinion qui ont communiqué. Et en parallèle, on a tout de même lancé une campagne RP, non pas une campagne RP classique dans le monde du cinéma, alors classique dans le sens où on parle, on traite du film en tant que critique, mais plutôt en fait de société à travers justement ces influenceurs, puisque ça a fait le buzz sur LinkedIn, on va venir sur les chiffres, et on a décidé avec l'agence stratégiquement d'attaquer sur une campagne RP, mais plutôt très nichée, très ciblée au démarrage, qui a pris de l'envergure. Autour des sujets d'entreprise, notamment ont été relayés par Stratégie, par BFM. On a pu même parler de la campagne sur BFM TV à 2 reprises. Donc, c'était une stratégie qui était élaborée là-dessus, d'aller prendre un autre virage, en fait, cette campagne de communication qui était très novatrice et surfer aussi sur le fait que c'était Qui la était première totalement fois nouveau. sur LinkedIn. On l'a pas dit au démarrage, mais c'est la toute première fois sur LinkedIn que le cinéma, et bravo d'ailleurs. Ouais. Bravo, parce que c'est tout de même, non, mais c'est quand même un choix audacieux au démarrage d'avoir décidé d'y aller sur LinkedIn, puisque pour être le premier, il faut oser. Et je vais partir sur la troisième partie, la dernière partie, mais juste avant, vous avez vu quand même qu'il y a des petites questions ici. On les a pas encore piochées, ce serait dommage quand même de les oublier. Donc je vais t'inviter à piocher une petite question. On n'a pas de générique pour la question, mais avant d'enchaîner sur les résultats de la campagne. Alors. Combien de temps passes-tu sur les réseaux sociaux chaque jour? Ah, mais tiens. Tiens. En vrai, pas mal de temps. Entre ma conso perso et aller vérifier un peu où on en est statistiquement de nos diffusions de bandes annonces, commentaires, etc. Je sais pas, 1h30, 2 heures par jour, je pense. Wow. Quand même. Ouais. Okay. Je me rends pas compte. Et le par rapport à réseau la consommation. préféré? Ton réseau préféré? C'est raisonnable. Quoi? C'est raisonnable. Oui, ça va. Oui, ça c'est va. pas. Ouais. Je m'attendais à 10 heures, Non, 12 ouais, heures. Non, mais il a dit juste tout le temps de travail. Tu dis non, mais c'est pour le travail. Bon. Non, mais c'est les deux. Et réseau préféré, Insta. Attention, t'écoutes. Insta. J'adore LinkedIn, évidemment. On peut tous aller voir ton profil qui est super à jour. Oui, très à jour. Oui. Ça fait 25 ans que je suis dans la même boîte. Donc Insta et mais toi Nicolas, combien de temps par jour? Énormément. Ah ouais? Ouais, vraiment beaucoup. Moi, je passe ma journée sur LinkedIn, dans le cadre de mon travail aussi. Puis c'est un réseau dans lequel je me reconnais énormément. Donc, j'y passe du temps pour le plaisir, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui me touchent, parce que j'aime beaucoup échanger sur LinkedIn. Ça a été beaucoup de plateformes de visibilité pendant un moment où les gens faisaient que partager. Osez pas trop commenter pour exactement ce que tu dis, Julien. Tu as un nom, tu as une entreprise sur LinkedIn, c'est pas si facile que ça. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus une plateforme de partage, d'échange, de discussion. Je pose beaucoup de questions sur LinkedIn quand je partage des posts, justement parce que j'ai envie de cet échange. Donc, dans le cadre pro et dans le cadre perso, ouais, je dois y passer au moins 5-6 heures par jour. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, énormément. Et puis beaucoup moins sur Facebook, Insta, j'y passe du temps, mais en fait, je pense que je passe tellement de temps sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn toute la journée. Oui, tu fais le sourcing, ouais, je décroche complètement. Bon, c'est ta plateforme principale de travail presque. Ouais, exactement. Ouais. Puis je m'amuse dessus, donc forcément. Avant de te couper, pardon, LinkedIn et il y a pas d'autres, les autres réseaux sociaux, tu dis non, rien d'autre. Si, Instagram un petit peu, mais tu vois, je me suis bloqué à 1 heure par jour Instagram, puis j'atteins jamais la limite. Ok. J'ai pas regardé, je sais que j'ai mon petit décompte, ça m'amuse un peu, mais je crois que c'est 3h, 3h30, quelque chose comme ça. Ouais. J'ai pas scanné. Pro ou perso? Les deux. Franchement, je suis incapable de faire une différenciation. Ou alors, j'ai aucune vie personnelle. Non, je vais mettre les deux. Je fusionne un peu, un peu les deux. En moyenne. Quel réseau? LinkedIn prioritairement, Twitter un peu, mais je suis pas très bon sur Twitter, et un peu Instagram aussi, mais qu'on utilise un peu en relais de ma vie, mon œuvre, qui est passionnante, hein, évidemment, je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas. Et aussi un relais de communication de ce qu'on fait au niveau de l'agence sur des visuels, les backstage. Parce que LinkedIn, le truc est un peu compliqué. J'envoie un message que je crois que le CEO de LinkedIn nous écoute. C'est que en fait, on peut pas on publie une fois par jour. Enfin, c'est pas à toi que je vais l'expliquer naturellement, mais si on veut mettre un peu les backstage, des vidéos, des choses qui se sont déroulées, on est un peu bloqué. Alors qu'Insta avec ce concept de stories, je sais que LinkedIn l'a fait. Moi, j'ai découvert la stories LinkedIn le dernier jour quand ça a été supprimé. Donc, ça ne servait absolument à rien. Mais du coup, c'est ça que je vais pouvoir un peu mettre sur Instagram pour
ou retrouver parfois d'ailleurs dans les stories. Je crois que tu vois, je t'ai tagué, je crois que c'était avant-hier ou hier sur Insta, mais je peux pas le faire sur LinkedIn. J'ai adoré les stories. Bah voilà, moi, c'est arrivé le dernier Beaucoup de jour. gens aimaient bien les stories sur LinkedIn, j'ai pas compris. Étant donné que le CEO nous écoute, Mais oui, je vais lui demander de remettre les stories. En plus, il parle parfaitement français, on m'a dit. Bah, il Bah oui, arrive, c'est sûr. juste là. C'est pour l'occasion. Moi, j'ai un limitateur, hein, pour vous donner, j'ai un limitateur de 2 heures et en fait, je l'écrase tous les jours. Ah oui, Je je mets sais, j'ai eu peur. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mis un limitateur et tous les jours, je mets ignorer le limitateur. Ouais, Donc, je sais que si j'explose les 2 C'est heures. votre travail. Enfin, je vois pas comment. vous Ouais, pouvez mais pas- il y a en fait, c'est une partie de notre travail, effectivement, qui est hyper importante. Mais moi, dans mon quotidien, je suis pas côté influenceur, je suis plutôt côté marque. Donc, je vais moins être quand même sur LinkedIn à regarder les créateurs de contenu. Bien évidemment, je le fais, mais un peu moins que Julien. Moi, je sais que les réseaux sociaux, c'est un vrai. Ça me pollue dans mon travail quand même au quotidien en termes de notifications, etc. Donc, j'essaie de limiter, mais j'ai pas vraiment le choix. Je suis obligé de me discipliner à travers ce régulateur. Mais c'est parti, on va envoyer le 3e générique, on va parler des chiffres de la campagne Un autre monde. Ça va, la question était plutôt cool. Ouais, ça va. Attention, parce que si tu prends une question, tu sais quoi, avant, tu vas être obligé de la répondre, à cette question. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le papier? Ah, il veut pas en plus. Non, je ne veux pas. Alors, t'as raison, Julien, la parole est à toi. Allez, je suis sympa. Attends, une dernière quand même. Donc les chiffres. Donc je vais pas vous mentir, j'ai un petit prompteur en face de moi qui me donne les chiffres. Donc il y a eu 50 influenceurs initialement qui ont collaboré sur cette campagne d'influence. Ça représente. Alors les chiffres sont les chiffres puisque ça a été repartagé, plus de 2000 repartages sur LinkedIn. Donc on n'a pas les chiffres de ces repartages là. Par contre, déjà, on peut déjà vous dire d'ores et déjà qu'il y a eu plus de 2 millions de vues et 7 millions d'impressions sur LinkedIn, hors les 2000 repartages. Donc, ce qui est énorme. Moi, je sais que dans mon quotidien, c'est simple, hein, quand je rencontre des clients, je leur pose la question, est-ce que vous avez vu la campagne Un autre monde? Est-ce qu'un autre monde vous parle sur LinkedIn? J'ai quasiment une chance sur 2 qu'on me réponde oui. Sans doute que vous, là, je serais curieux. Tiens, Samuel, toi, on t'en a parlé après, en dehors, tes amis, Ouais. ils ont vu sur LinkedIn Beaucoup. Moi, on a beaucoup parlé via deux biais. Il y a l'industrie du cinéma. Parce que, comme vous l'avez dit, on a à la fois fait l'opération, on a communiqué sur l'opération auprès de stratégie, écran total, tout ça pour faire savoir. Et comme c'était la première fois, ça a été beaucoup repris. Et donc, ça a suscité beaucoup d'interrogations de la part de mes petits camarades de jeu, aussi bien chez les Américains, chez les Français, qui demandaient mais qu'est-ce qu'on fait sur LinkedIn, comment ça marche, etc. Donc, beaucoup de questions là-dessus. Et j'ai beaucoup de gens du civil qui sont pas du tout du civil, des gens normaux, des gens de la vraie vie et qui ont vu l'opération sans forcément que ça passe par mon canal, parce que comme tu as dit, mon LinkedIn est très très à jour, et qui me disent j'ai entendu parler d'un autre monde, j'ai envie de le voir. Je dis super, t'en as entendu parler comment? Il me dit j'ai vu une vidéo sur LinkedIn. Il avait pas fait forcément la corrélation entre le fait qu'on avait fait quelque chose et le fait qu'il lui avait été touché par l'opération. Donc oui, on a eu beaucoup de retombées sur l'opération. Ouais, je pense que quand je dis 7 millions d'impressions, si on imagine faire des stats 2000 repartages, alors je ne sais pas qui sont ces 2000 personnes, on peut pas, quand ça fait un buzz, ça dépasse en fait la data qu'on peut avoir avec nos leaders d'opinion. Mais oui, effectivement, pendant 1 mois et demi, les gens ont entendu parler. On me demandait ça sort quand? Non, la phrase c'était mais c'est pas possible, c'est tous les jours. On a compris. Non, mais c'est vrai qu'en plus, nous, enfin, vous le savez, derrière, on a fait une campagne de sponsorisation de ce module-là, donc on l'a pubé sur LinkedIn, mais aussi sur Facebook, Insta. Donc on a élargi l'audience par rapport à ça, et que ça a suscité beaucoup d'interrogations des médias aussi. Donc, comme vous l'avez dit, vous avez été sur BFM, mais on a eu des journalistes de la presse traditionnelle qui ont aussi posé des questions en disant mais le film pas à la société civile, au cadre, etc. Comment vous avez fait? Donc oui, il y a eu une grosse visibilité et clairement, enfin tu vas en parler maintenant, j'imagine, mais ça a aidé, ça a contribué largement au succès du film, bien sûr. Bah, oui, on en parlait lors du premier live. Le premier live, on avait invité Myriam des gens d'Internet, où on avait parlé justement des campagnes RP et de l'influence et du fait que nous on a pris un parti pris, par exemple, de pourquoi pas, avec nos clients, lancer des campagnes de communication avec des leaders d'opinion et prendre le relais après dans la presse spécialisée, puisqu'on sait que quand il commence à avoir un effet de buzz, les médias s'y intéressent, bien évidemment. Boule de neige. Et ça a fait boule de neige, effectivement. Oui, on avait une question, si tu arrives à la lire, effectivement, on devrait avoir un plus grand écran. C'est Magali qui nous pose une question. Propose, Magali, c'est à la fin de projection comme celle-ci, de faire une sorte de grand forum virtuel où ce qui est une bonne idée, où il serait possible de proposer ou d'interroger ou d'échanger avec, j'imagine, le producteur et ou les acteurs et ou les distributeurs. J'imagine que c'est ça, Magali. Ouais, c'est une super idée, il faudrait qu'on le fasse.
Pour tout vous dire, il y a une problématique par rapport à ça, c'est que on essore les pauvres, les réalisateurs et les acteurs en promotion, on va dire le mois avant la sortie du film, parce qu'ils se déplacent en province pour aller présenter le film dans différentes salles. Ils font le tour des médias, radio, presse, télé, web. Donc, quand le film sort, ils sont déjà objectivement un peu rincés. Et après, il y a deux choses l'une. Ce genre d'événement, on l'annonce forcément en amont. Si le film sort et est un succès, ce qui était le cas dans notre monde, ils sont ravis de pouvoir aller parler du film, de continuer la promotion. Mais si le film, malheureusement, n'a pas rencontré son public, leur demander d'y aller 5, 6 jours, une semaine après, alors qu'ils savent que le film a été vu par pas suffisamment de spectateurs, voire très peu de spectateurs, c'est comme ça peut arriver. C'est pour ça qu'en fait, très souvent, que la promotion d'un film s'arrête le jour de sortie. On l'a découvert, ça. On l'a découvert. On l'a découvert Ça nous parce a étonné, qu'on ouais. était très étonnés. On s'est dit, on en parle beaucoup avant, mais pourquoi on n'en parlerait pas pendant ou après la sortie? Et on a découvert pas mal de choses, justement, avec ces interviews avec Écran Total aussi, avec votre relation, avec des experts du monde du cinéma, on a compris. Et en plus, les acteurs, souvent, ou les réalisateurs, ça fait très longtemps qu'ils ont tourné le film. sûr, Dans c'est l'occurrence, ça fait 2 ans. Donc, Donc, parfois, ils sont sur complètement autre chose. oui, On les dégage une chose, semaine, 10 jours juste pour faire la promotion, mais ils arrêtent le tournage et ils repartent. Donc, dès le jour de la sortie du film, ils sont repartis. Et puis, dans les médias, comme je vous le disais, il y a 10 films chaque semaine qui sortent. Donc, malheureusement, voilà, c'est ça, une actualité en chasse une autre. C'est-à-dire qu'une fois que le film est sorti, ils nous embrassent très fort, mais ils ont déjà 10 autres films à traiter. Donc, revenir encore pour parler du film qu'ils ont déjà traité, malheureusement, c'est difficile. est-ce que tu peux nous donner justement les résultats? Moi, je donnais quelques chiffres sur Oui, la bien campagne sûr. d'influence. Et j'ai un petit chiffre, je sais pas si tu l'as, mais vas-y. J'ai trouvé sur Wikipédia. Mais, ouais. Je sais pas ce que tu vas Non, dire. bon, attention. Le film a Pour fait c'est sûr. un tout petit peu moins, mais quasiment 500 000 spectateurs en salle de cinéma. Donc c'est un chiffre qui, j'imagine, veut rien dire pour vous, mais c'est un vrai succès pour un film d'auteur français. Donc c'est pour mettre en relation, c'est alors La Loi du marché qui avait eu le prix à Cannes, ça a fait 1 million d'entrées, mais En guerre avait fait un tout petit peu moins de 300 000, enfin, avait fait 300 000 entrées. Donc voilà, c'est un vrai succès en salle, ce film-là. Et encore plus sur le marché d'aujourd'hui, qui est un marché qui, par rapport à avant Covid, a perdu 35% de part de marché. Donc, c'est un vrai succès économique sur le marché, dans la perception du public et de la profession. Voilà, on a gagné sur tous les points. Il est sorti au Québec, du coup, ce film, ou pas? Je l'ai pas vu passer. Mais moi, je suis là-dessus depuis à peine un mois. Oui, donc non, j'imagine. Je sais pas comment ça fonctionne, les sorties à l'étranger. Il y a un vendeur international et après, c'est des distributeurs locaux achètent les films. Et c'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y a eu un distributeur québécois ou pas sur le film. Je sais pas. Mais il y a un film qui est au Québec et on a la première semaine, c'est ça mon chiffre, la première semaine de sortie, donc quasiment 200 000 entrées la première semaine, devant Spider-Man. La première semaine. C'est ce qui est indiqué en tout cas sur Wikipédia. En France, Un autre monde est devant Spider-Man la première semaine en termes d'entrée. Alors, c'est ce que j'ai lu sur Wikipédia. Mais... Après, Non, on s'arrêtera. on s'arrêtera là. C'est génial. Et c'est vrai, on a battu Spider-Man. Voilà. Après, la réalité, c'est qu'on était devant Spider-Man qui était en 10e semaine d'exploitation, je crois. Okay. Donc, chacun sa technique. Il avait déjà été vu par plus de 6 millions de spectateurs. Donc, évidemment, on a battu Spider-Man la semaine de sortie. Cinquième sortie, la semaine de sortie, cinquième sortie, en tout cas entrée, pardon, au cinéma. Je suis très mauvais dans mon vocabulaire cinéphile. Mais c'est le petit chiffre que j'ai trouvé sur Wikipédia. Et toi, justement, Nicolas, quand on parlait de Québec, mais est-ce que tu as des personnes qui t'ont parlé du film en dehors de la campagne d'influence après, par exemple, ça fait écho dans ton réseau? Oui, c'est des gens qui m'ont posé des questions via LinkedIn, finalement, directement. Enfin, poser des questions. Non, comme je te disais, ça a été plus un partage de ressenti finalement sur le film, en me disant qu'effectivement, le film était hyper intéressant, la manière dont le film abordait les choses avait résonné finalement auprès de ces personnes-là. Donc oui, ça a été le cas où on m'a contacté, mais c'était plus de l'échange, de la discussion que des questions à proprement parler. Ok, super. Alors pour finir, est-ce que vous avez Non, je me dis que je vais vous poser une dernière question. Ça fait 57 minutes. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à nous les poser en cette fin de live. Oui, Julien, vas-y. J'ai tellement une mauvaise vue. Et si on pioche une dernière petite, je vais piocher une petite question. Rocco, une question recommandation. Pour vous, le best movie ever, c'est quoi? Le best movie ever. Pour vous. Oh là là, c'est dur. C'est dur cette question. Qui a fait ces questions? En équipe. Je ne pas de nom. J'étais dedans. Je sens qu'il y en a pour 10 minutes. Alors... Non, mais est-ce qu'il y a un film, on en a parlé, c'est en introduction. Vous voulez que je prenne une autre question? Ouais, je veux bien. Ouais. Sympa, attention. Risque et péril.
Secret. Oula. Secret. Non, on va revenir à Ah non, c'est la question qu'on pose souvent d'ailleurs, le contenu. Est-ce qu'il y a une personne que vous regardez en particulier sur les réseaux sociaux dont c'est pas en off ou dont vous n'êtes pas le plus fier ou si vous êtes voilà, il y a un influenceur, un leader d'opinion, un acteur, une personnalité que vous adorez consulter sur internet. Parler d'Isabelle Boulet. Oui, Isabelle Boulet, on adore. Nicolas aussi, grand fan. J'ai son adresse, je pourrais vous la passer. Non, moi sur le cinéma, j'en ai deux à vous conseiller. Le premier, c'est un réalisateur qui s'appelle Quentin Dupieux, qui vient de sortir un film qui s'appelle Incroyable mais vrai. Il a fait la musique, c'était Monsieur Oiseau. Je sais pas si vous vous rappelez de Monsieur Oiseau dans la musique. La musique sur Oiseau. Ouais, ah oui, Ed Banger, oui, ouais. je connais. Et Ed Banger, exactement. Et il est hyper drôle sur les réseaux sociaux. Il fait plein de vidéos, des tournées. Il est hyper fort sur Insta. Il est sur Insta, il est vraiment super. Et chez les acteurs, alors pour le coup hyper connu, mais il y a Pierre Ninet. Il est hyper drôle sur ses réseaux, il est très présent, il communique hyper bien avec ses fans, il a le langage, il a le truc. Quoi, vraiment, si vous le suivez pas, je vous le conseille parce qu'il a une grande carrière, ce monsieur. Il a du talent, je pense qu'il a une très grande carrière. J'ai vaguement entendu parler. Et toi, du coup, Nicolas? Moi, j'ai beaucoup suivi Cyprien, qui fait un peu moins de choses, mais qui fait des choses vraiment intéressantes maintenant, je trouve, qui a poussé un peu plus ce qu'il faisait au tout début, puis il fait vraiment ce qu'il aime. J'aime beaucoup en termes de contenu, évidemment sur YouTube principalement. Et puis sur Insta, je suis beaucoup Medine, le rappeur. Okay. Qui fait beaucoup de stories, qui partage sa vie de famille, qui est extrêmement drôle. Qui lance beaucoup de blagues avec ses enfants, avec sa femme aussi. Bref, c'est un partage de vie de tous les jours, mais c'est très tourné sur l'autocritique. Il se moque beaucoup de lui, puis de sa femme et de ses enfants, puis de son style de vie. Donc j'aime beaucoup, je le suis énormément. J'essaye de regarder un petit peu ses stories tous les jours parce que voilà, c'est un rappeur, mais c'est marrant parce que les rappeurs ont tendance à en faire trop. Lui, il parle de sa vie au Havre, sa vie de maison, sa vie de famille, ses enfants, l'école de ses enfants, puis je trouve ça vraiment très bien amené, puis à chaque fois, c'est très, très drôle. Ben, c'est fini. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à écrire le nom du coup des intéressés sur la barre d'outils pour que... Et toi, Julien, il y a personne là à chaque fois, on tombe sur cette question. C'est des trucs chiants, moi. Donc, à chaque fois. Donc, du coup, on perd les gens. Alors, moi, j'ai vu un concert. Ça m'a marqué parce que tu parlais de Mister Oiseau. J'ai vu Justice ce week-end et Riles. Et Riles, moi, je conseille vraiment. Du coup, je le suis maintenant sur les réseaux sociaux parce que tu sais, quand on passe un événement, je pense c'est un peu comme dans le cinéma ou quand on voit un film, quand on voit un acteur, ben, on est pris et du coup, après, derrière, on le suit sur les réseaux sociaux. Donc, beaucoup. Et en acteur, Edouard Baird, moi, je suis un grand fan. Je sais pas si tu le côtoies et si tu as la chance de le voir, de l'avoir déjà vu, mais il me fait beaucoup, beaucoup rire. Et voilà, moi, c'était mes deux petits trocos à moi. Et pour finir, Samuel, on est à 1 heure et 1 minute. Est-ce que tu recommanderais au monde du cinéma de lancer une campagne d'influence sur LinkedIn après tout ce qu'on vient de dire? Est-ce que tu as... est-ce que tu imaginerais refaire une autre campagne pour un autre film? C'est évident, hein, vu l'efficacité. Ben non, mais bien sûr. Après, je pense que ça dépend vraiment de la typologie de film. Je pense que tous les films ne s'y prêtent pas. Vous arrivez avec une très grosse comédie ou un très gros film d'action, ça n'aurait pas lieu d'être, ça n'aurait pas de sens. Et puis, je pense que ça ne prendrait pas, ça ne fonctionnerait pas. Mais dès que vous avez un film avec un sujet qui prête à débat, sur lequel on peut creuser, échanger, et sur lequel vous avez des acteurs, des réalisateurs qui sont prêts à jouer le jeu, à aller échanger, évidemment. Eh bien, si vous êtes dans le monde du cinéma, vous savez voilà. où le trouver. On serait ravis de lancer une future campagne un peu spéciale B2C, B2B. Voilà, c'est un 07, dommage. C'est à ça. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci pour vos questions. On n'a pas pu tous les traiter, mais toutes les traiter, mais on les traitera en commentaire, en replay. À très bientôt pour le futur live et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao. Au revoir. Bye.